Allez, c'est parti pour le Bullshitomètre. Il est 16h51. Chaque jour, un expert de marché vient déconstruire une idée reçue, dégonfler une idée de marché un peu trop facile. Il s'installe. Thibaut Prévet pour Arbevel. Bonsoir Thibaut, bienvenue. Bonsoir à tous. Tout le monde espère que l'inflation va continuer à ralentir. En revanche, le risque de déflation, lui, est écarté. C'est ce que la plupart des économistes nous disent. Il n'y a pas de déflation en vue. Vous n'êtes pas d'accord. Vous estimez que cette idée-là est bullshit. Il s'immobilise, foudroyé. Ouais, les risques de spirale déflationniste. C'est vrai qu'on nous dit souvent qu'ils sont lointains. Enfin, on n'a pas besoin de craindre une déflation aujourd'hui. On est encore en inflation. Vous dites, faites gaffe, attention, parce que la déflation, elle est loin d'être impossible. C'est ça ? Oui, alors, bullshit. Effectivement, on parle beaucoup de la déflation. On parlait beaucoup d'hyperinflation. Ça commence à rebaisser, on parle de déflation. Donc, spirale déflationniste, mythe ou réalité. Je pense que la vraie question est de se dire, est-ce qu'on va avoir une déflation ? C'est peu probable. Les scénarios à la japonaise sont contrariés par des hausses salariales, sont contrariés par le rôle de la Russie dans l'approvisionnement en énergie en particulier, par la transition énergétique. En revanche, qu'on puisse avoir une spirale déflationniste dans un monde qui n'est pas en déflation est une possibilité qui n'a jamais existé et qui me semble intéressante. Julie. Et alors, est-ce que ça veut dire, Thibaut, que la baisse de l'inflation, elle va se prolonger et que du coup, on va revenir quasiment à zéro ? En fait, je ne pense pas. Après, il y a des effets. On sait qu'on a eu un phénomène un peu de sinusoïde très poussé avec le Covid. Donc l'idée qu'on puisse avoir des exagérations dans un sens ou dans l'autre, c'est tout à fait possible. Et il n'est pas impossible qu'à la lumière de février, mars, avril, avec les renégociations des prix de l'alimentaire en Europe, on puisse avoir un creux. Mais l'idée qu'on a des risques déflationnistes majeurs n'est pas, à mon avis, quelque chose qui existe. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point notre économie s'est dissociée. Et on a aujourd'hui des secteurs manufacturiers en particulier, dans lequel on va avoir des spirales déflationnistes qui commencent à se mettre à l'œuvre, pendant qu'on va avoir une logique de service qui est probablement plutôt inflationniste. Et cette divergence entre les deux, elle va nous poser, à mon avis, un certain nombre de problèmes sociétaux qu'on n'est pas très habilité à affronter. Pourquoi est-ce que vous voyez venir une divergence entre la dynamique de prix sur les biens et la dynamique de prix sur les services ? Alors déjà, on pourrait parler de l'émergence du SaaS, mais si on fait plus simple, rappelons le mécanisme d'une spirale déflationniste. Qu'est-ce qui fait peur aux gens ? Ce qui fait peur aux gens, c'est de se dire, par exemple, les prix des automobiles ou de l'immobilier, qui sont souvent deux secteurs qu'on connaît bien dans ce secteur, baissent. Comme ils baissent, vous vous dites, c'est en train de baisser, je vais attendre pour acheter. On a l'exemple des prix des Tesla, qui ont baissé de 40% depuis le début de l'année, 50% si on prend les modèles d'occasion. Et du coup, vous allez attendre. Comme vous attendez que les gens ne vendent pas assez, ils ont soit des logements vides qui leur coûtent de l'argent, soit du stock qui coûte aussi de l'argent. Donc ils disent, on va baisser les prix pour vider les stocks. Mais comme ils baissent les prix, vous vous dites, il faut attendre. Et donc à ce moment-là, ce que font généralement les banques centrales, c'est dire, on met les taux à zéro, comme ça l'épargne ne rapporte plus rien, comme ça les gens ont envie de dépenser et ils vont acheter et on casse ça. Vous voyez que cette spirale, en fait, sur tout ce qui est lourd, qui est stocké, intellectuellement, on comprend bien cette logique. Quand vous êtes sur les services, vous avez un abonnement à Netflix. Est-ce que Netflix a besoin de stocker ses abonnements ? Est-ce qu'il a un coût de stockage ? Est-ce que si vous anticipez que l'abonnement à Netflix a un prix qui va baisser, vous allez attendre de moi pour vous rabonner ? Non, si ça baisse, ça baisse. En attendant, vous l'avez. Et donc la logique d'attente, de baisse de prix pour acheter, puis l'attente, en fait, correspond pas du tout au modèle d'abonnement qui est en train de prendre une part dans les logiques de service qui est de plus en plus importante. Et donc vous avez deux mécanismes. Un mécanisme effectivement de biens où on achète en one shot et on veut le meilleur point d'entrée, et des mécanismes d'abonnement. Voilà, si vous dites à vos collaborateurs dans votre entreprise, on va arrêter Microsoft 365, on verra dans 3 mois si c'est moins cher, vous voyez bien que ça n'a pas de sens. Alors que pour effectivement renouveler un véhicule, là vous avez un sujet qui paraît assez logique. Donc vous voyez bien que en réalité, dans un monde où le service est en train de prendre une part de plus importante, les biens une part de moins en moins importante, et dans les services qu'on appelle le SaaS, c'est-à-dire toutes ces sociétés de cet acronyme anglais Software as a Service, c'est-à-dire en fait d'utiliser des logiques d'abonnement pour ce que vous utilisez, qui donnent évidemment plus de visibilité, vous avez un piège où vous utilisez un truc de plus en plus, et quand on vous augmente le prix de l'abonnement, les financiers qui utilisent par exemple Bloomberg le savent bien, vous suivez ? Vous avez tendance à suivre. Et donc vous voyez qu'on peut avoir des risques un peu compliqués sur les biens dans des périodes économiques un peu ralenties, qui sont plutôt déflationnistes, mais pendant ce temps-là, une inflation assez forte sur une part de plus en plus importante de l'économie qui est liée aux services. Et ça, c'est pas très simple et c'est assez nouveau. Et ça, pour les banques centrales, elles peuvent réagir à ça parce qu'il va falloir qu'elles freinent d'un côté, qu'elles accélèrent de l'autre. Comment elles peuvent faire ? Je pense que c'est un peu le problème. C'est un peu la galère qu'on voit aujourd'hui. C'est qu'on a une inflation qui vient pas mal des services, qui venait pas mal de l'immobilier aux US, qui est une inflation qui est globalement un peu bidon, puisqu'elle vient d'équivalents de loyers qui n'existent pas. Et le problème, c'est que si vous voulez monter vos taux, c'est pour ralentir la consommation, mais la consommation d'un abonnement, c'est pas méga touché par des hausses de taux.
Il y a pas beaucoup c'est des boîtes qui n'ont pas beaucoup de salaires, donc quand il y a de l'inflation salariale, ça les touche pas plus que ça. C'est des boîtes qui ont moins d'immobilisation, c'est des boîtes qui n'ont pas de stock. Et donc c'est vrai que tout ça fait qu'elles sont moins touchées. Alors qu'au contraire, des sociétés qui peuvent déjà être dans des situations plus fragiles, on le voit sur la manufacture avec les PMI, par exemple, et indices d'activité manufacturier qui sont de plus en plus forts, eux, ils sont plutôt assez bas. Et si on leur dit qu'on va ralentir encore, ils sont embêtés. Et donc la difficulté, c'est qu'il est probable que les hausses de taux des banques centrales sont plus efficaces pour plomber des secteurs qui sont déjà plus du tout inflationnistes, versus faire ralentir des secteurs qui le sont et qui seront beaucoup moins agiles à ça. On peut ajouter à ce point-là un problème qui, à mon avis, est un problème d'ampleur auquel je vous invite à réfléchir, qui est la représentativité des activités. Aujourd'hui, les services, c'est dans quasiment tous les pays plus de 50% des indices de PIB, de PMI et donc d'inflation. Pour autant, vos services, vos Netflix ou autres, c'est fourni par un nombre de salariés qui est extrêmement faible par rapport à des industries comme celle du logement, de la construction ou de l'automobile. Parce que y a des gains de productivité, que ces logiques d'abonnement démultipliés ne demandent pas de produire de manière démultipliée. Et donc vous avez un décalage entre un poids dans l'inflation qui peut être énorme pour les services et un poids dans la main-d'œuvre qui peut être beaucoup plus faible. Vous avez vu ces histoires avec ChatGPT où, si le 2 tiers des 770 salariés de la société, qui vaut quand même 100 milliards, râlent, vous bloquez un truc. Mais pour le même poids dans l'économie que ce que va avoir ChatGPT, vous pouvez avoir des centaines de salariés qui ont des dizaines, des centaines de milliers de salariés. Et donc la question est, est-ce que sociétalement, on peut, pour impacter des sociétés qui représentent des nombres très faibles de salariés, mais une part importante du PIB, des indices d'inflation, venir créer quelque chose qui peut avoir un impact très fort sur des salariés extrêmement nombreux. Cette nouvelle donne de répartition économique qui déséquilibre le nombre de personnes qui produisent de la valeur de production est à mon avis une nouvelle donne sociale qui est pas facile à gérer. Challenge pour les banques centrales, entre autres. Passionnant bullshitomètre. Thibaut Prébet avec nous aujourd'hui pour Arbevel, la financière Arbevel. Non, Arbevel. Arbevel. Ah, voilà. Merci de le noter. Mythe ou réalité. Merci à vous.